Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, on commence l'édition d'aujourd'hui du lundi, le 28 juillet 2027, avec le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, qui a terminé vendredi au Sibérie sa visite au Sénégal, une tournée en Afrique de l'Ouest qu'il a menée aussi au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Outre le sujet de la lutte contre le terrorisme, la tournée du chef de la diplomatie était concentrée à la production économique et les investissements. Les détails avec Shamsenemi. À Dakar, le docteur Abdelghati a transmis une lettre du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue sénégalais Macky Sall, soulignant la nature particulière des relations entre les deux pays et l'aspiration de l'Égypte à renforcer le partenariat avec le Sénégal dans tous les domaines. Lors de son entretien avec le président sénégalais, le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la convergence de points de vue des deux pays sur les dossiers régionaux et internationaux, ainsi que la coordination continue entre le Caire et Dakar dans les forums multilatéraux pour défendre les intérêts du continent africain et renforcer l'unité africaine. Dr Abdelghati a également rencontré la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Les deux ministres ont discuté de l'évolution de la situation dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest. M. Abdelghati a souligné l'importance de la coopération pour faire face aux menaces croissantes que représentent les groupes terroristes dans la région. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à préserver la sécurité et la paix sur le continent africain, tout en soulignant son engagement actif dans la plupart des missions du maintien de la paix des Nations Unies sur le continent et sa volonté de renforcer la coopération avec le Sénégal. Une trentaine d'hommes d'affaires égyptiens ont accompagné le chef de la diplomatie, représentant les grandes entreprises égyptiennes et les organismes nationaux actifs dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la reconstruction, de l'énergie, de la médecine, du textile et de l'informatique, ce qui incarne la volonté politique de porter les relations économiques à des niveaux sans précédent. Dr Abdelghati a également participé au forum d'affaires égypto-sénégalais à Dakar en présence de Serigne Gaye Diop, le ministre sénégalais du Commerce et de l'Industrie Bakary Cissé Batili et le directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements. Le Dr Abdelghati a ajouté que les entreprises sont tout à fait disposées à coopérer avec leurs homologues sénégalaises pour explorer les possibilités d'investissement et d'échanges commerciaux. Au Nigeria, la première étape de sa tournée, M. Abdelghati avait une série de réunions avec des responsables nigérians et des représentants de groupes régionaux du monde des affaires locaux et de la communauté égyptienne. Ouagadougou, Bamako ou encore Niamey, les autres étapes de sa tournée sous-régionale, le chef de la diplomatie égyptienne avait souligné l'importance de la coopération pour faire face aux menaces croissantes que représentent les groupes terroristes dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a conclu sa tournée en Afrique de l'Ouest par une visite au Sénégal qui a été terminée le vendredi le 25 juillet 2025, cinquième et dernière étape de sa tournée africaine. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Menna Arif, spécialiste en économie et professeur d'économie, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour, Dr Menna Arif. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de cette visite qu'a effectuée le chef de la diplomatie, M. Badr Abdelghati, et sa tournée dans la région de l'Afrique de l'Ouest sur le plan économique et notamment pendant ce temps, dans ce timing? En fait, cette tournée marque une intensification stratégique de la diplomatie économique et politique égyptienne vers l'Afrique de l'Ouest. Le timing est significatif à plusieurs niveaux. D'abord, contexte régional instable. Plusieurs pays de la région sont confrontés à des conditions politiques à défis sécuritaires majeurs. L'Égypte cherche à jouer un rôle stabilisateur tout en réaffirmant son ancrage africain.
Après, réorientation africaine post-Covid, à l'heure où de nombreux pays africains redéfinissent leur priorité économique, l'Égypte veut se positionner comme un partenaire fiable pour la reconstruction post-pandémie. Positionnement géopolitique, cette tournée survient alors que des puissances extérieures, Russie, Chine, Turquie, etc., renforcent leur présence sur le continent. L'Égypte veut rappeler qu'elle est une puissance africaine et non étrangère à la région. Oui. Docteur Minna Arif, on voit que les troupes des Nations Unies, de maintien de la paix des Nations Unies, se trouvent toujours dans les pays africains. Alors, quel est le rôle joué par ces troupes de maintien de la paix, on peut dire les forces, les missions de la maintien de la paix et ces forces de l'ONU? Il y a plusieurs missions. D'abord, stabiliser les zones de conflit, protéger les civils, appuyer les processus électoraux et la reconstruction institutionnelle, renforcer la coopération, c'est-à-dire partager l'expertise militaire et sécuritaire égyptienne, notamment vers le centre du Caire pour le règlement de conflits en Afrique, former conjointement des troupes africaines pour les interventions plus africaines dans la gestion des conflits, partager davantage aux opérations onusiennes en hommes et en ressources. Oui. Alors on voit que le continent africain est riche en ressources naturelles et bien sûr en ressources humaines. Alors comment l'Afrique pourrait profiter de ces ressources elle-même et non pas les pays occidentaux? En fait, il y a des priorités multidimensionnelles. Ce partage des ressources va accroître, va faire un impact positif sur le plan économique, investissement, infrastructure, agriculture, énergie, industrie, sécuritaire, lutte contre le terrorisme, gestion des frontières, formation militaire, éducative et sanitaire, échange universitaire, partenariat en santé, aussi sur le plan climatique et environnemental, projet commun sur la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et l'adaptation au changement climatique. Oui. On voit que l'objectif de la visite du chef de la diplomatie, M. Badr Abdelati, dans les pays de l'ouest de l'Afrique, était d'intensifier les efforts pour, on peut dire, redoubler et maximiser les entreprises ou les échanges commerciaux entre les pays africains. De quoi s'agissent ces entretiens notamment? Il y a plusieurs leviers qui peuvent être mobilisés. Renforcement du renseignement de la coopération militaire régionale, soutien logistique et formation aux armées locales, lutte contre les sources de financement du terrorisme, approche du développement intégré dans les zones à risque, promouvoir l'inclusion, l'emploi des jeunes et l'accès aux services de base pour éliminer les causes profondes de l'extrémisme. Vous avez mentionné l'intégration entre les pays africains, juste il y a quelques secondes, n'est-ce pas? Alors, on a vu que le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises à l'intégration entre les pays africains pour arriver à ce que vous étiez en train de dire, l'intégration entre les pays africains. Comment arriver à ce point, puisque vous êtes experte en économie? Un alignement clair entre diplomatie et économie, où les visites officielles servent de plateforme pour ouvrir des marchés, une volonté d'investir durablement dans les économies africaines, au-delà de simples accords commerciaux, une stratégie coordonnée portée par l'État égyptien pour encourager le secteur privé à s'internaliser et à s'ancrer en Afrique. Est-ce que vous voyez que le secteur privé joue un rôle dans les pays africains? Bien sûr, sur le plan des investissements, bien sûr.
il y a ouvrir plusieurs marchés et aussi développer les ressources, et tout ça par l'appui du secteur privé. En quel domaine notamment? Les entreprises égyptiennes qui se retrouvent. Et l'éducation, les énergies renouvelables, et tout ça, ce sont des secteurs puissants. Oui. L'Égypte a également confirmé l'importance de faire face aux actions terroristes et aux extrémistes qui se trouvent dans la région. Alors, quels sont les outils qui peuvent favoriser cette action et, on peut dire, la lutte contre le terrorisme de la part de tous les pays africains? C'est la formation militaire, aussi encourager le maintien de la paix en Afrique en stabilisant les zones de conflit et protéger les civils. Aussi sur le plan législatif, appuyer les processus électoraux et la reconstruction institutionnelle, partager l'expertise militaire et sécuritaire égyptienne, notamment via le centre du Caire pour le règlement de conflits en Afrique, et former conjointement des troupes africains pour gérer le conflit, participer davantage aux opérations onusiennes en nombre et en ressources. Ouais. On a vu, docteur Menaeref, qu'une trentaine d'hommes d'affaires accompagnaient le chef de la diplomatie, M. Badr Abdelghati, lors de sa tournée dans les pays africains, notamment les pays de l'ouest de l'Afrique. Comment voyez-vous ce geste? Ou plutôt, que signifie ce geste? Cela traduit une volonté politique forte que cette délégation d'une trentaine de chefs d'entreprise illustre qu'il y a des conventions claires, il y a un alignement clair entre la diplomatie et l'économie, investissement durable dans les économies africaines, une stratégie solide et coordonnée, protégée par l'État égyptien. Oui. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien téléphonique avec vous, docteur Menaeref, professeur d'économie. Je vous remercie infiniment pour ces informations concernant la tournée du chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, dans les pays de l'ouest de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne toujours avec l'Afrique, mais cette fois-ci avec un autre sujet. Alors, au Cameroun, on peut dire que Maurice Kamto ne figurait pas parmi les 13 candidats de la liste provisoire publiée samedi par le Conseil électoral national. En 2018, il était arrivé deuxième derrière le président Biya. Plus de détails avec Shamsenemi. Au Cameroun, la Commission électorale nationale ELECAM a annoncé samedi la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Parmi les 13 noms validés, l'absence de Maurice Kamto, principal opposant du président Paul Biya, a provoqué stupeur et inquiétude. Il est largement considéré comme le principal adversaire du président Paul Biya. Âgé de 61 ans, Kamto avait officiellement soumis sa candidature la semaine dernière parmi les 83 noms proposés au Conseil électoral. La liste définitive des candidats sera annoncée dans les prochains jours après examen des éventuelles contestations de la liste provisoire. Les candidats non retenus disposent de 2 jours pour faire appel à la décision. Parmi les candidats approuvés pour l'élection figure l'ancien Premier ministre Bello Bouba Megari, allié de Biya depuis près de 30 ans, ainsi que Issa Tishimroma Bakari, qui a démissionné de son poste de ministre de l'Emploi début juin pour soumettre sa candidature. Le département de la sécurité des Nations Unies a alerté dès vendredi sur le risque de manifestations à Yaoundé, en particulier autour du siège de l'ELECAM, en cas de rejet de certaines candidatures.
Cette annonce d'Elekam intervient 2 semaines après que Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a officiellement déclaré sa candidature. Dans un message diffusé le 13 juillet, il a affirmé « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Le meilleur reste à venir », c'est ce qu'a dit le président. Le président camerounais a justifié sa décision par les attentes pressantes exprimées par la population et la diaspora, réaffirmant que la sécurité et le bien-être des Camerounais restent sa mission sacrée. Par décret signé le 11 juillet, il avait convoqué le corps électoral pour ce scrutin. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire concernant le peuple surma. Eh bien, ce peuple également connu sous le nom de Suri est un groupe ethnique d'Éthiopie vivant dans la vallée de l'Omo. Et ils sont connus pour leurs pratiques culturelles uniques, notamment la modification corporelle comme le port de l'abret et des peintures rituelles. Shamsenemi nous donne plus de détails. Merci. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci et bonne journée. Au revoir. Sans pouvoir politique organisé, les Surma vivent en autarcie, isolés dans leurs montagnes sauvages couvertes de forêts et de savanes. Selon la tradition orale, les Surma seraient originaires de la région de l'Omo inférieure au nord du lac Turkana, même si leur langue fait plutôt penser à une ascendance nilotique. Ils se défendent vigoureusement de toute parenté avec les Mursi et les Bodi, bien qu'ils partagent de nombreuses coutumes et qu'ils parlent la même langue qu'eux. En revanche, ils appartiennent au même groupe que les Balais, peuple de la région du fleuve Akobo, à cheval sur l'Éthiopie et le Soudan, mais s'en différencient par un point essentiel, le bétail. Les Surma, pour être contraints à cultiver la terre, eux aussi se déclarent fièrement pasteurs. Une épidémie de charbon, dont les années 70, anéantit d'un seul coup tous leurs troupeaux, les réduisant à la misère. S'ils furent obligés de cultiver du sorgho et du maïs pour survivre, ils ne changèrent rien leur système de valeurs et continuèrent à considérer les bovins comme symbole de la richesse, de noblesse et de statut social. Les femmes pilent les grains qu'ensuite elles mourent de rang pour en tirer une fine farine. D'autres grains seront mêlés à de l'eau, puis macéreront jusqu'à l'obtention de délicieuses boissons. Les jeunes Surma se voient confier la garde du petit bétail comme les chèvres dans l'attente des rites de passage à l'âge adulte. Et cela permettra de surveiller et de protéger les prédateurs aux tribus voisines, les troupeaux de bovins. Ainsi qu'il en va chez les Mursi, les colliers de verroterie et les bracelets métalliques sont, avec les labrets, les objets obligés de la séduction féminine. Façonné dans du bois ou de l'argile, ce plateau est rond ou trapézoïdal et peut atteindre un diamètre considérable. Avec ses bijoux et ses oreilles percées, la femme Surma représente une valeur enviable. Protégés par cet environnement dur et peu accessible, ils ont conservé les traditions de leurs ancêtres. Les Surma sont considérés comme un peuple très artistique, utilisant leur corps et leur coiffe comme moyen d'expression. Ils ont des rituels comme la donga, une lutte au bâton qui fait partie de leur vie quotidienne.